Bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour à nous. Eh bien aujourd'hui, comme promis la semaine passée, nous allons vous parler du dernier livre de Caroline Fouret, Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée. Alors, je vais vous faire une petite introduction d'abord sur qui est Caroline Fouret, bien que ce soit une figure médiatique assez connue. Elle est connue depuis les années 2000, polémiste redoutable, elle est assez controversée. C'est une femme qui milite pour le féminisme, les droits des homosexuels, la laïcité et affirme avant tout lutter contre les intégrismes religieux, catholiques, musulmans et juifs. Elle est contre l'antisémitisme et les extrémismes politiques. Alors, il faut savoir que Caroline Fouret est également éditorialiste à Marianne, rédactrice en chef de la revue Pro-Choix, et en 2018, elle a réalisé son premier film de fiction, Sœurs d'armes. Alors, ce livre donc qu'elle écrit, ou plutôt d'abord je vais un peu vous parler de Caroline en général. Alors Caroline Fouret est quelqu'un qui combat l'intégrisme, mais l'intégrisme de toutes les religions, mais elle se tourne surtout en fait contre l'intégrisme musulman. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Tirs croisés avec Fiammetta Venner, qui parle justement de la laïcité. Et le livre, en tant que tel, conclut que si l'intégrisme musulman aujourd'hui est bien le plus virulent des trois intégrismes, ce surcroît de nocivité n'a rien à voir avec la religion, mais malheureusement avec la façon dont il est instrumentalisé par les gens. Donc, en l'occurrence, selon les auteurs, le phénomène serait dû au fait qu'un nombre élevé de pays à majorité musulmane ne sont pas réellement égaux. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes, justement, dans la religion musulmane. Alors, le livre dont nous allons parler maintenant est un livre qui prend comme sujet l'appropriation, ou plutôt l'appropriation culturelle. Alors c'est un terme qui, à l'origine, désignait uniquement l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une autre culture. Et puis avec les années qui sont arrivées, le sujet est devenu un sujet de plus en plus controversé. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah, mais l'appropriation culturelle révèle avant tout d'un rapport de domination entre une culture dominante, généralement le monde occidental, et une culture minoritaire. L'ennui là-dedans, disent donc les gens qui défendent justement ce terme d'appropriation culturelle, est que la minorité n'a pas le choix d'accepter ou de refuser, et elle doit donc accepter quelque part des codes et que ces codes à elle-même soient réutilisés par une autre culture qui la domine. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un échange ni d'un dialogue horizontal entre deux cultures, mais plutôt d'une exploitation d'une culture envers l'autre. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs que porter les marques d'un peuple ou d'un lieu auquel vous n'êtes pas relié physiquement ou spirituellement est considéré comme très irrespectueux. La notion d'appropriation culturelle a récemment surgi dans les débats publics, portant justement donc sur l'utilisation, l'emprunt et l'imitation de créations africaines, que ce soit par exemple en mode, en art plastique, en musique ou dans toute forme d'art. Et on affirme aujourd'hui que désormais il y a certains symboles et produits culturels africains qui doivent être interdits d'être utilisés, montrés par des non-africains. Évidemment, comme dans toute, critique qui est faite à l'égard d'un terme, il y a bien sûr de l'abus. Alors, le rapport de force entre les deux cultures, ce qui les distingue justement, c'est
c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait justement un rapport égal entre ces deux cultures et qu'il s'agisse dans ce cas-là d'un rapport, comme je vous le disais, horizontal et pas d'une domination d'une culture sur l'autre où la minorité n'a pas le choix d'accepter et il n'y a pas un échange d'égal à égal. On parle de métissage lorsque des éléments d'une culture donnée sont adoptés par un autre sans contexte de violence ou encore d'assimilation. Lorsque un membre d'une minorité adopte les codes culturels de la communauté dominante. Ça, c'est pour introduire le sujet, ce sujet qui aujourd'hui a été fortement critiqué et dont Yves va vous donner quelques exemples, que ce soit dans le monde de l'art, dans le monde de la mode, dans le monde même dans la culture en général, le danger de dénoncer justement cette appropriation culturelle qui, pour moi, n'est pas aussi néfaste que la façon dont il est présenté aujourd'hui. Je te laisse la parole, Yves. Merci. C'est un sujet délicat, parce que c'est un sujet qui a aussi envahi le champ politique, et que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est pourquoi c'est tellement grave. On peut considérer que les tenants de la défense de l'appropriation culturelle ne sont ni plus ni moins que fascisants. C'est une forme de néo-macartisme intellectuel et c'est absolument insupportable. C'est un néo-macartisme qui dirait « dis-moi de quelle origine tu es et je te dirai si tu peux parler ». En d'autres termes, la parole est confisquée. Tout à fait. Or, ce dont parle Caroline Fourré n'est absolument pas le pillage d'une culture dominée par une culture dominante, mais très souvent l'hommage de cette culture dominante à cette culture dominée. Il faut tout de même arrêter avec toutes ces questions de décolonisation et clouer au pilori toutes les colonisations, quelles qu'elles aient été, quels qu'aient été les pays qui l'ont pratiqué. Je ne suis pas certain que les femmes aient été aussi maltraitées dans les pays colonisés par l'Occident qu'elles le sont dans certaines banlieues de Beyrouth ou de Damas. Donc, en fait, le problème est dans la possibilité de trancher ou ne pas trancher, ce qui est appropriation ou ne l'est pas, ce qui est hommage ou pillage. Mais il y a un autre élément qui entre en ligne de compte et qui est la lutte des races. Parce que la lutte des races aujourd'hui a remplacé la lutte des classes. Et de manière très manichéenne, ces décoloniaux, si l'on peut dire, qui sont bouffis par la haine, qui instaurent un climat de terreur intellectuelle, font la distinction entre racisés et non racisés. Alors, nous qui sommes blancs, nous sommes non racisés, et tout ce qui n'est pas blanc est racisé. Donc tout ce qui n'est pas blanc tout ce qui est racisé, doit être cloué au pilori. Alors, pour être un peu plus concret par rapport à Yves, tout a commencé en 2012. Il y a eu un défilé qui avait été organisé par Victoria's Secret qui présentait sa dernière collection de la marque. Et sur la tête des mannequins, celle-ci portait de fausses coiffes traditionnelles indiennes. Et elles étaient portées évidemment comme des déguisements et ça a suscité une polémique énorme. Pourquoi ? Parce que la coiffe indienne est un habit traditionnel riche en symboles pour tout ce peuple-là. Dans les tribus amérindiennes, la coiffe est en effet l'attribut du chef qui l'acquiert après plusieurs actes de bravoure et chaque plume sur cette coiffe a d'ailleurs une signification particulière et ne s'obtient pas par hasard.
Donc, dans le cas du défilé de Victoria's Secret, l'objet a été désacralisé, mais ce n'est pas tout. Ce qui a encore quelque part renforcé l'idée qu'il faut s'opposer finalement à cette appropriation, même si moi je n'appelle pas ça une appropriation, mais plutôt un métissage, c'est que on reproche finalement à Victoria's Secret de gagner de l'argent avec des attributs culturels qui ne font pas partie de la culture des Blancs. Donc si en plus de ça, les gens gagnent de l'argent, comme par exemple à l'époque, Stella McCartney, je pense, avait également utilisé des tissus qui représentaient, c'était des tissus wax africains. Là aussi, elle les a sortis de leur contexte et les a réutilisés dans le but de faire défiler ses modèles. Elle a également été attaquée viruleusement parce que, en plus de ça, elle utilisait ses vêtements dans un but également pour gagner de l'argent, puisque le but est de vendre les vêtements. Donc il y a toute une polémique qui malheureusement aujourd'hui nous ramène vers une sorte d'isolement, parce que à force de ne plus regarder vers la diversité, puisqu'on ne peut plus intégrer des éléments différents de notre propre culture, eh bien on arrive vers un danger, c'est de se retourner uniquement sur sa propre culture et de tomber finalement quelque part, de devenir nombriliste, de ne plus regarder ce qu'il y a autour et de ne plus regarder la richesse que justement le monde autour de nous nous a toujours présenté. Le livre de Caroline Fouret tourne autour d'une notion qui est une notion essentielle et qui est l'universalisme. Et elle se heurte en fait à des minorités qui l'empêchent d'ailleurs de parler. Lorsqu'elle est venue 2 fois faire des conférences à l'ULB, les 2 conférences ont été très très fortement perturbées. Dans l'une d'elles, il y avait au premier rang un disciple de Tariq Ramadan qui l'injuriait en permanence et qui hurlait. Alors elle lui a tendu le micro, mais quand elle lui a tendu le micro, il n'a pas été capable de prononcer un mot. En fait, je vais vous lire des morceaux de la 4e de couverture parce que c'est ce qui résume le mieux. Chaque jour, un groupe, une minorité, un individu érigé en représentant d'une cause, menace et censure parce qu'il se dit offensé. Souvent, le procès est mené en criant à l'appropriation culturelle, qui est un nouveau blasphème. À titre juste d'information, dans une société laïque comme l'est la France, le blasphème n'existe pas. Ça va plus loin. Au Canada, des étudiants réclament la suppression d'un cours de yoga pour ne pas risquer de s'approprier la culture indienne. Aux États-Unis, la chasse aux sorcières trinque les menus asiatiques dans les cantines et l'enseignement des grandes œuvres classiques jugées choquantes et normatives. Des étudiants s'offusquent à la moindre contradiction qu'ils considèrent comme des micro-agressions, au point d'exiger des safe spaces où l'on apprend à fuir le débat et l'altérité. Tout à fait. La parole confisquée est bien le problème que soulève la conduite de ces gens. Vous me pardonnerez, mais moi je ne peux pas les appeler autrement que médiocres, minables, nuls, mauvais. Ce sont des néofascistes qui, la plupart du temps, viennent de l'ultra-gauche et qui, par leur combat, servent de manière absolument indiscutable l'ultra-droite. De ce point de vue-là, ne serait-ce que de ce point de vue-là, ils sont extrêmement dangereux.
Il faut surtout finalement que ces gens comprennent quelque part que cette appropriation n'est pas une exploitation. Parce que si vous utilisez cette appropriation pour son authenticité sans en partager les retombées économiques ou la visibilité, alors bien sûr dans ce cas-là, vous avez utilisé l'autre pour votre propre intérêt. Alors c'est vrai que l'idée en soi pourrait à première vue nous parler tous et on pourrait se dire mais c'est vrai, ils n'ont pas tort tellement. Seulement aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a un abus et comme elle le dit très bien Caroline Fouret, ce n'est même pas dans le livre, mais c'est sur la couverture du livre où on passe de la police de la culture à la police de la pensée. Aujourd'hui, c'est le politiquement correct qui tombe dans l'excès et dans le cas d'une exploitation commerciale, si par exemple il y a un échange entre deux cultures, bien sûr que celui-ci doit donner lieu à un échange équitable, que ce soit dans le domaine de la culture, de la musique ou de la littérature. L'hommage n'est pas un pillage, mais un métissage. Et comme le dit Yves très justement, on arrive aujourd'hui dans une culture où une culture finalement où les inquisiteurs de l'identité sont en train justement d'asphyxier cette culture, puisque les réseaux sociaux incitent ces gens-là à chasser en meute et à penser en boucle. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui quand il y a des événements qui se passent d'attaquer via les réseaux sociaux aussi, puisqu'on reste, comme le dit Caroline Fouret, souvent dans l'anonymat, et donc la meute peut se lâcher. Et ce qu'elle dit finalement, Caroline Fouret, c'est que, et c'est ce que Yves finalement montrait dans son exemple de ce qui s'est passé à l'ULB, c'est qu'aujourd'hui le grand problème, c'est que les universités justement devraient apprendre aux élèves à penser contre eux-mêmes, à contextualiser, à endurer l'offense et à y répondre par l'argument. Malheureusement, c'est aujourd'hui l'inverse qui se produit. Les élèves s'y croient au supermarché, l'époque sacralise les victimes et non le courage. Et donc la démission répond forcément à l'intimidation. Donc cette période qui est fascisante, inquiétante, et qui ne permet pas qui petit à petit, étouffe toute créativité, c'est très ennuyeux. Ce que dit Anouk est tout à fait juste. Il faudrait que l'échange entre les deux cultures soit un échange égal. Quand Yves Saint-Laurent prend des tissus africain pour ses collections, à qui va-t-il verser une redevance? Quand les Européens font du yoga, à qui vont-ils verser une redevance? La grande force de l'Occident a été pendant très très longtemps justement son universalisme. C'était l'apport de cultures différentes dans un débat qui était forcément, parce qu'elles étaient différentes, extrêmement constructif. Aujourd'hui, on est en face d'une contre-culture qui est d'une pauvreté culturelle, d'une pauvreté de sens qui est absolument affligeante. Et ça, c'est imposé au besoin par la violence physique, par ceux qui luttent contre l'appropriation culturelle. C'est pas une appropriation que fait Saint-Laurent dans une collection quand il utilise des tissus d'inspiration africaine. C'est un hommage qu'il rend à une culture ancestrale. Est-ce qu'il faut payer pour rendre hommage ? Alors, je suis tout à fait d'accord aussi avec Yves et également avec Caroline Fouret, parce que ce qu'elle dit également, c'est que le problème, c'est que nous sommes passés d'un multiculturalisme à un monoculturalisme. Et donc, pour éviter tout ça, il faut aujourd'hui que
quelque part, nous en prenions conscience et ne plus accepter ces procès absurdes en appropriation culturelle. Il faudrait essayer de reconquérir des places et des postes à l'université, à réapprendre à défendre l'égalité et plus seulement la diversité, sans pour autant céder à la tentation de mettre en concurrence la lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre les discriminations. Je pense que c'est un sujet qui est... Enfin, d'abord, je trouve que le livre est très très bien documenté, c'est-à-dire qu'on voit que Caroline Fourest connaît parfaitement son dossier, son sujet, exactement, parce que tout est parfaitement référencé, les exemples, certains plus connus, d'autres moins, je veux dire, se tiennent, et le livre est très très bien, je trouve, construit. Et finalement, Caroline Fourest, pour moi, est une icône, j'aime pas le mot féministe, mais c'est vrai, c'est une icône féministe qui se bat avant tout pour le droit à l'ouverture de l'esprit surtout, et qui essaye vraiment de faire tout en sorte que la population et le monde ne retournent pas vers un monde centré sur lui-même, qui n'accepte pas la diversité et la différence. Je voudrais ajouter une chose, il me semble, à écouter ou à lire ceux qui se battent au nom de l'appropriation culturelle. Ils dressent leurs propres lois, ce sont leurs lois. Mais derrière ces lois, il y a véritablement le sentiment d'une volonté de destruction de la société dans laquelle nous vivons. C'est très, très autodestructeur. C'est pour ça que je disais au début que c'était le règne des mauvais, des nuls, des médiocres, qui plastronnent un petit peu partout et qui dénaturent totalement le débat intellectuel et culturel, au point que on se demande aujourd'hui vers quoi nous sommes en train d'aller. Je parlais de néo-maccarthyisme tout à l'heure. Les accusations de McCarthy étaient fausses. Nous le savons tous aujourd'hui, et on le savait d'ailleurs déjà à l'époque. Mais il y avait une vitalité culturelle absolument extraordinaire, en témoigne la liste noire. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe une liste noire ou non, mais dire que l'Occident connaît une vitalité culturelle, je serais content qu'on me la montre, parce que je la cherche désespérément, et même à la loupe, je ne la trouve pas. Alors, voilà, nous vous conseillons vivement de lire ce livre, et je voudrais terminer sur quelque chose, une phrase que j'ai trouvée sur Internet et que je trouvais qui résumait parfaitement finalement l'idée derrière ce livre. Il s'agit simplement du fait que reconnaître que l'appropriation d'éléments culturels issus d'autres cultures est une constante de l'histoire humaine ne signifie pas pour autant que ces appropriations ne peuvent pas être inégalitaires ou prendre la forme de domination et d'exploitation. Tout est une question finalement de juste équilibre des deux côtés, bien entendu. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde d'interdiction où le politiquement correct prime au-dessus de tout. Et voilà, on est témoin de dérives suite à ces agissements. Yves, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter ? Non, je n'ai rien à dire, si ce n'est que je suis toujours aussi stupéfait devant la bêtise de ces censeurs autoproclamés, que je trouve que dans une période aussi difficile que celle que nous vivons maintenant, les débats, justement, seraient les bienvenus, seraient particulièrement stimulants. Et à cause de leur dictature, les débats deviennent de moins en moins fréquents, ou alors ce sont des débats de politiquement correct contre un autre politiquement correct, autrement dit, totalement sans intérêt. Je
vais m'arrêter là. Je voudrais simplement vous dire que la semaine prochaine, nous allons vous présenter un livre qui m'a très profondément touché et qui s'appelle Les Nickel Boys. C'est un livre qui a reçu le prix Pulitzer l'année dernière. Il a été écrit par Colson Whitehead, je pense. Et c'est un livre qui m'a Whitehead. profondément ému. Je ne dis pas qu'il m'a fait pleurer, mais j'étais à certains moments très proche des larmes. Merci Yves. Nous vous parlerons donc la semaine prochaine des inégalités raciales qui ont toujours existé et qui continuent d'exister. Aux États-Unis en particulier. Exactement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.